Ecorama, émission spéciale, nous sommes toujours à Roland-Garros pour la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs de France, la REF du MEDEF, dont Boursorama évidemment est partenaire. Votre invité à présent, Yann Leriche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Getlink. Vous sortez d'une table ronde sur le libre-échange et les tarifs douaniers. Je me suis dit, mais vous n'êtes pas concerné, vous, par la guerre commerciale? On n'est pas exactement concerné avec la guerre commerciale avec les États-Unis. Oui. En revanche, le Brexit Ouais. est un exemple assez récent et avec un certain nombre de points de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. On a eu entre deux zones géographiques, la Grande-Bretagne d'un côté et l'Europe de l'autre, la réintroduction de barrières qui viennent freiner le commerce entre ces deux zones. Et donc la question était, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on en a appris? On se dit spontanément, peut-être qu'il y a eu moins de trafic, moins d'activité. Ça a été le cas ou pas? Alors effectivement, Quand on met des barrières. il y a eu des barrières qui ont généré moins de trafic. Ça, c'est le premier point, l'aspect négatif. Quel type de barrières d'ailleurs? Alors, des barrières indirectes, ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, c'est-à-dire que vous n'aviez pas augmentation, comme on le voit avec les États-Unis aujourd'hui, passage de 2 et quelques pourcents à 15% de barrières. En revanche, un mur de nouvelles formalités, un mur de nouveaux contrôles qui font que ça revient à des barrières tarifaires de l'ordre de 10%. Oui, je ne l'ai pas dit, Getlink, ex-Eurotunnel, opérateur, gestionnaire de l'infrastructure, Transmanche, le tunnel sous la Manche, les passagers, le fret, voilà, on aurait dû commencer aussi par ça. Donc c'est en ça que vous êtes concerné par des barrières non tarifaires qui se matérialisent comment? Alors c'est ça, je reviens effectivement, Getlink, Eurotunnel, mais beaucoup plus, Europort, Eleclink et d'autres activités. Oui, j'ai résumé un peu rapidement. Puis, voilà. Et puis donc le tunnel sous la Manche, qui est l'acteur majeur des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Un quart du fret de l'ensemble des pays européens qui alimentent la Grande-Bretagne et dans l'autre sens passe par le tunnel sous la Manche. Et le reste, c'est quoi? C'est du ferry? Alors le reste, c'est des passages par effectivement des ferries, d'autres voies de passage, pas forcément entre la France et la Grande-Bretagne, puisque je parle bien de l'ensemble de l'Europe, et puis pas mal de transferts aériens également. Alors, on a vécu ça évidemment au premier rang, on était l'acteur principal de ces échanges, et donc j'ai pu tout à l'heure expliquer comment le marché s'était transformé et aussi comment nous nous sommes transformés nous. Vous imaginez bien, quand on représente, quand une grosse partie de notre activité est comme ça perturbée par de nouvelles contraintes. En fait, c'est contraintes, oui. Il faut être clair, pour nous c'était une mauvaise nouvelle à l'époque, finalement, le trafic qui baisse. Ces contraintes, ce sont des formalités ou pas que? Des nouvelles formalités? Formalités, contrôle. Ce que je disais, mur de formalités, beaucoup de choses. Et donc, ce qui est aussi important de comprendre à l'époque, parce qu'on peut regarder devant, c'est qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ça. Nous, finalement, non seulement on s'en est relevé, mais on a réussi à croître. Aujourd'hui, Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu'ils étaient avant le Brexit. Donc, on vient modestement expliquer ce qu'on a pu apprendre de toute cette période. Quels sont ces enseignements alors? Un certain nombre d'enseignements sur ce qu'on peut faire. Alors les stratégies peuvent être à la fois défensives et offensives. L'aspect défensif, c'est comment on peut s'adapter au mieux à une nouvelle réalité. Je l'ai dit, le Brexit, c'est principalement de nouvelles formalités douanières. Premier sujet, comment on arrive à supprimer la complexité liée à ces formalités. Nouvelle formalité ne veut pas forcément dire nouvelle bureaucratie. Et donc on a mis en place un plan massif de digitalisation de toutes ces formalités. Alors avec nos clients, mais aussi avec les douanes françaises, je vois qu'ils sont d'ailleurs juste à côté. Aujourd'hui, on est une des très très rares entreprises à avoir des API, donc des liens informatiques directs avec les douanes françaises, où tout se transmet de façon automatique quand des camions arrivent à la frontière, à Calais, pour aller en Grande-Bretagne. On n'a pas besoin de leur poser des tonnes de questions, tout est fait en amont, avec du digital, on gère tout ça. Et puis en offensif, on s'est posé la question, mais finalement, comment on arrive à faire de cette contrainte qui s'impose à nous une opportunité? Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais il se trouve qu'on a réussi. En faisant quoi? On a notamment, en particulier, créé une nouvelle entité, une nouvelle division. Je parlais tout à l'heure de Getlink, qui aujourd'hui fait bien plus que le tunnel. On a créé, il y a un peu plus de 2 ans, Getlink Custom Services, une toute nouvelle activité qui se développe très très bien, par laquelle on fait pour nos clients toutes les formalités douanières, mais aussi sanitaires, phytosanitaires et bien d'autres, pour les aider à réduire leurs coûts et à faciliter le transfert de leurs biens entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Le gros du business, ça reste le trafic passager, le fret, j'imagine. Le fret, le passager sont effectivement deux activités. J'ai ce chiffre de 20 millions de passagers qui empruntent le tunnel sous la Manche sur une année. C'est ça le chiffre? Oui, l'ordre de grandeur, c'est ça. Qui se ventile entre... Alors, c'est une moitié qui est liée à Eurostar,
quand vous faites un Paris-Londres ou Ouais. d'autres destinations. C'est en croissance, ça? Alors ça, c'est en croissance, forte croissance, même il y a un vrai appétit pour le train et il y a même beaucoup d'opportunités, il va y avoir beaucoup de développement dans les années qui viennent avec d'autres opérateurs qui devraient entrer et des liaisons directes entre Londres et d'autres capitales européennes que celles desservies aujourd'hui, en particulier vers l'Allemagne et vers la Suisse. Et puis l'autre moitié, c'est le shuttle qu'on opère. Et donc ça, c'est quand, en particulier, des touristes C'est ce que j'ai découvert, pardon, prennent mais leur voiture. en fait, vous gérez l'infrastructure, vous avez aussi cet opérateur de service de train pour des gens qui veulent, soit que depuis l'Angleterre, venir en France ou ailleurs en Europe avec leur voiture. C'est ça, en fait, ils vont à un terminal côté anglais, hop, 40 minutes, ils mettent la voiture sur le train, enfin sur un shuttle. 38 minutes après, bim, ils arrivent côté français, ils repartent avec leur voiture. Et les Anglais, ils vont skier dans les Alpes s'ils ont envie. C'est exactement ça. Et c'est 10 millions de clients. Oui, 10 millions de passagers. Alors, c'est un système qui effectivement est extrêmement simple. Vous Mais arrivez avec votre voiture chiffre. et puis 35 minutes plus tard, vous avez traversé la Manche, vous êtes de l'autre côté. Et on parle du trafic dans le tunnel. 85%, donc plus de 8 trains sur 10 qui circulent, sont des trains qui sont exploités par Eurotunnel pour transporter des voitures, des camions, des cars, des bus, tout ce qu'on peut imaginer. Eurostar, Yann Le Riche, qui n'est plus en monopole, vont arriver de nouveaux acteurs pour concurrencer l'Eurostar, qui reste le seul et le plus gros client aujourd'hui. 3 ou 4 compagnies ont annoncé vouloir se lancer, Trenitalia, Virgin. Un, c'est pour quand? Je crois que c'est 2029. Et pourquoi ils veulent concurrencer l'Eurostar? Ça prouve qu'il y a du business à la clé. Qui serait gagnant là-dedans? Parce qu'on se dit que c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon aussi pour les clients? Plus de trains, des prix moins chers Effectivement, c'est bon pour nous, c'est bon pour les clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, on a fait beaucoup pour simplifier le passage des trains dans le tunnel, pour nous assurer que tout le potentiel, toute la demande qui existe aujourd'hui, qui est extrêmement forte, de trajets entre Londres et des capitales européennes se matérialise. Aujourd'hui, finalement, la demande est sous-servie. On a plus de gens qui aimeraient voyager que l'offre qui est aujourd'hui disponible avec Eurostar. Et donc tout ce travail de simplification, de travail, et là aussi avec les autorités et de travail avec les fabricants de trains, de matériel roulant, tout ça coûte assez cher, a amené à beaucoup de déclarations récentes. Alors d'Eurostar, ne les oublions pas, Eurostar a déclaré vouloir augmenter son offre et de créer cette nouvelle destination. Il y a besoin. Et beaucoup de nouveaux entrants et des gens extrêmement sérieux. Trenitalia, le champion italien. Eux qui sont déjà présents Virgin, en France, avec des lignes Paris-Lyon, Paris-Marseille. Exactement, ils opèrent déjà en France et en Grande-Bretagne aussi. Virgin, qu'on connaît bien en Grande-Bretagne. Des acteurs un peu moins connus comme Gemini, Euro ou d'autres en Espagne, mais qui sont aussi extrêmement crédibles, qui ont tous annoncé vouloir lancer des services environ vers 2030. Alors évidemment, tous ne vont pas lancer de services. Le premier, celui qui aura l'offre... Le premier, ça sera 2029, a priori? Non, le premier qui aura ces autorisations qui lui permettront de vraiment lancer le service, et ça va jouer dans les mois qui viennent, aura un avantage sur les autres. Donc on peut s'attendre à plusieurs concurrents, mais ça va se faire de façon phasée. Le premier devrait arriver vers 2030. Et donc des tarifs moins chers potentiellement pour les consommateurs, pour les voyageurs? Alors, ce qu'on a constaté en tout cas, c'est que là où la concurrence est installée, et notamment on a des exemples récents en Espagne, effectivement, et en Italie, c'est que ça a deux impacts. Un, ça a un impact sur les prix et ça a un impact sur la demande. Vous avez plus d'offres avec des prix un peu plus bas et donc ça génère une surdemande qui est significative. Pour vous, c'est tout bénef pour Getlink? Pour nous, c'est très bien. Sauf si le prix, sauf si votre péage, entre guillemets, je sais pas, vous prenez une... comment on appelle ça? Oui, il y a un péage à payer. Exactement, mais qui lui, il est fixe, quel que soit le prix du billet, ou il est indexé au prix du billet? Alors, il est extrêmement original, il est très intéressant. Alors, tout ça, c'est évidemment très réglementé, mais il est d'abord lié au nombre de passagers, ce qui est assez unique. Dans le ferroviaire, partout dans le monde, si vous opérez un train, vous payez à ce qu'on appelle le sillon, à l'espace que vous réservez. Pour le tunnel sous la Manche, le paiement se fait d'abord et avant tout aux passagers, ce qui fait que notre intérêt est totalement aligné avec l'intérêt de ces nouveaux opérateurs. On a intérêt, nous, à ce qu'il y ait beaucoup de trains qui passent et que ces trains soient pleins. C'est très vertueux. Donc voilà, non, mais c'est une petite révolution qui... c'est pas une petite révolution, c'est une vraie révolution. On va bientôt avoir non, mais qui est en cours, qui une est vraie engagée. Croissance. Et donc ça veut dire que ça vous garantit pour vous une croissance du chiffre d'affaires dans les prochaines années? Très significative dans les années à venir, avec cette demande qui ne faiblit pas. Et on le voit bien, la demande de voyage, que ce soit avec Eurostar, avec nos services,
est très dynamique, hein. Nos derniers chiffres de cet été, mois de juillet, hein, on est à plus 4% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc ces voyages locaux en Europe avec des moyens verts, hein, je le rappelle, le tunnel sous la Manche, c'est un train électrique qui circule dans un tunnel électrique. Enfin tout ça, c'est très décarboné. La demande est là, elle est très très forte et elle est en croissance. Ouais. On sait que voyager en train, c'est plus écolo, évidemment. Après, c'est très cher, le TGV est très cher en France. Est-ce que, encore une fois, c'est bien de rappeler que l'Eurostar, enfin passer du Royaume-Uni à la France par le train, c'est aussi une façon de moins polluer. Sur la décarbonation, vous en êtes où? Parce que j'ai vu que demain, alors aujourd'hui, Yann Rich, il est avec nous, il est à Paris, à Roland-Garros, mais je crois que c'est demain. Vous partez à Coquelles, c'est sur votre site dans le Pas-de-Calais, pour couvrir de panneaux photovoltaïques le terminal français. C'est pas cosmétique du tout, hein. Ça va vraiment alimenter les trains en énergie solaire, photovoltaïque. Alors c'est ça, c'est exact. Il y a deux choses. C'est unique au monde, il faut quand même expliquer ça. C'est ça, c'est qu'on va mettre des panneaux solaires partout sur nos terminaux. Alors on n'est évidemment pas les premiers à mettre des panneaux solaires. Ce qui est unique, c'est qu'on va être les premiers à faire ce qu'on appelle du power to traction. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare? On va être les premiers à partir de l'énergie solaire qu'on va générer donc sur site, à la consommer sur site pour faire rouler des trains. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce que c'est compliqué finalement. C'est que l'énergie solaire a une certaine qualité d'électricité qu'il faut transformer, parce que quand vous faites rouler des trains dans une infrastructure qui est extrêmement fréquentée, hein, je le rappelle, le tunnel sous la Manche aujourd'hui, c'est 400 trains par jour qui circulent dans le tunnel, et des trains de tout type, des trains grande vitesse, des trains qui transportent des camions. C'est des trains qui font 800 mètres de long, qui sont, vous voyez, qui pèsent comme 4 TGV aujourd'hui. Des trains de passagers, mais aussi des trains de fret qui circulent. Tout ça, finalement, c'est un RER, mais beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de types de trafic. Et il faut, pour pouvoir avoir tout ça avec des très très fortes fréquences, avoir une qualité d'électricité extrêmement bonne. Et donc c'est ça qu'on va être les premiers à faire, c'est être capable de transformer à partir de beaucoup de panneaux et d'une énergie qui est intermittente, une électricité qui soit suffisamment de qualité pour qu'on puisse alimenter en direct nos installations. Voilà. Et ça, à partir de quand? Ça aussi, ça sera... Alors ça, on commence tout de suite. Hein. Demain, on lance tout ça. Quand est-ce que les trains rouleront? 18 mois après, environ, on aura nos panneaux solaires trains, et on commencera à avoir des trains, effectivement. Des shuttles qui seront alimentés par l'énergie solaire. Tous les trains qui passeront, puisque la caténaire, c'est la même pour tout le monde. Hein. Donc tous les trains qui passeront dans le tunnel auront tout ou partie de l'énergie qui les alimente, qui sera produite localement. Pas tout, partie. Tout ou partie, parce qu'évidemment, alors aussi, hein, le tunnel sous la Manche, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. On ne s'arrête jamais, jamais, jamais. On parle des shuttles. Les shuttles, mais oui, et les trains de fret aussi, hein, la nuit, ça ne s'arrête pas. Et donc, vous avez des trains qui circulent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, évidemment, l'énergie solaire ne nous permettra pas d'alimenter. Donc c'est pour ça que c'est tout ou partie. Mais tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Yann Le Riche, avant de se quitter, juste... le contexte politique est compliqué sur la France. Il y a cette possible chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre, potentiellement une instabilité politique qui pourrait en découler. C'est la mauvaise nouvelle de la rentrée. Est-ce que ça peut assombrir ou pas du tout vos perspectives d'activité? Puis au-delà de ça, je parle aux citoyens aussi. C'est évidemment pas une bonne nouvelle. Hein. On a besoin, d'ailleurs comme toutes les entreprises, d'avoir de la visibilité, d'autant plus qu'on investit sur le long terme. Donc on a besoin de comprendre ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent. Une fois que je vous ai dit ça, deux choses importantes. D'abord la première, si on se retourne sur les 5 dernières années, on a connu le Brexit, on a connu le Covid, on a connu les fortes vagues d'inflation, on a connu les prix de l'énergie qui ont beaucoup évolué, guerre en Ukraine qui nous a beaucoup touché, toit de douanière. Bon, tout ça, finalement, on a franchi, et d'ailleurs avec succès, ces étapes. C'est une de plus, je le disais, elle n'est pas bonne, mais aujourd'hui, on a des équipes combattantes qui ont fait preuve de résilience, et je suis tout à fait confiance en notre capacité à affronter ces nouvelles échéances. D'autant plus que, je le rappelle, si on se focalise en particulier sur le tunnel, deux choses, même si nos activités, vous l'avez compris, sont bien plus larges. Un, notre cadre juridique est extrêmement stable. Le tunnel sous la Manche, ces activités sont régulées par un traité international entre la France et la Grande-Bretagne. Donc tout ça est stable. Et on a une très très forte demande de nos clients. On est sur les bons créneaux, sur les bons marchés. S'il y a plus d'impôts pour les Français, ça veut dire moins de voyages. Voilà. S'il y a plus d'impôts sur l'entreprise, c'est moins d'activités. Exactement. Et c'est vrai chez Eurotunnel. C'est vrai sur notre entreprise Europort de fret ferroviaire en Europe, où il y a de plus en plus de volonté de décarboner les échanges longue distance. On est très très bien positionné. Et les Eleclink sur l'énergie, on fait du transport d'énergie, il y a un besoin très très fort pour décarboner
de continuer à créer des liens entre les pays. D'ailleurs, on a d'autres projets à venir. Et puis, je vous l'ai dit, on a créé une nouvelle activité de formalité douanière qui est en train d'exploser parce que finalement, tout ce dont on parle, qui est nouveau, c'est de freins au commerce international. On est aujourd'hui des experts, voilà, reconnus, leaders sur nos marchés. Et donc, on voit bien qu'on a des perspectives. Donc finalement, le Brexit, c'était une bonne chose. C'était pas une bonne chose de moment venu, évidemment. Je sais. Mais on a fait mieux que rebondir, finalement. Ouais. C'est qu'on a su s'adapter, aller chercher des opportunités. Et effectivement, la conjoncture n'est pas très très bonne, mais on reste convaincu qu'on va être capable de continuer à nous développer. Alors, on est sur Boursorama, évidemment, comme c'est la première fois que je vous reçois. J'ai regardé le cours boursier, 25% de hausse du titre sur 5 ans, 6% du cours de Getlink depuis le début de l'année. Ça pèse 9 milliards d'euros en bourse. Comment vous qualifiez ce parcours boursier? Vous satisfait? Oui, on est satisfait du travail qu'on fait, mais ce que je veux souligner derrière tout ça, parce que finalement le cours de bourse ne vient que de traduire tous les efforts qui sont faits par les équipes, et on vient de le dire, hein, Brexit, Covid, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder le travail qui est fait au quotidien. Et Getlink, il y a une chose qui me satisfait plus que tout, c'est l'engagement au quotidien de toutes nos équipes, parce que finalement tout ça n'arrive pas par hasard. Je reviens sur le Brexit une minute, je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs à la table ronde. Le Brexit, on en parle depuis 2016, quand la Grande-Bretagne dit qu'elle va sortir de l'Europe, mais on sait que ça va arriver le 1er janvier 2021, mais on a l'accord détaillant la sortie le 24 décembre 2020. On l'a une semaine, puis le 24 décembre, je ne vous cache pas qu'avant Noël, ce n'était pas la période durant laquelle tout le monde voulait travailler jour et nuit pour préparer tout ça. Et bien, malgré ça, cette semaine-là, où peu de gens ont vraiment eu leurs 8 heures de sommeil par nuit, ont été voilà, le témoignage, comme beaucoup d'autres, voilà, de la capacité d'une entreprise à se mobiliser. Et au-delà de tout le reste qu'on a évoqué, c'est ça qui me rend confiant. Et le cours de bourse voilà, vient traduire tout ça, mais ça arrive en bout de chaîne. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Yann Lerich, donc directeur général de Getlink, invité de l'émission Ecorama, enregistré depuis la REF 2025 du MEDEF à Roland-Garros. Merci à vous.